Bonjour à vous et bienvenue sur la plateforme Axel Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme. Cette plateforme est dédiée à l'organisation de webinars sur les sujets d'innovation. Aujourd'hui, on va présenter la problématique d'intégration au sein des technologies de vision. Et pour ce faire, nous accueillons deux intervenants, Thierry Arlandis, qui est gérant de la société Miacato, et Thierry Château, qui est responsable de l'axe Images, Systèmes, Perception et Robotique au sein de l'Institut Pascal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais simplement vous donner quelques informations sur l'interface dans laquelle vous vous trouvez pour que ce soit plus simple pour vous d'interagir avec nous. Donc, la première chose à savoir, c'est que vous avez un module de chat en bas à gauche, là où vous avez écrit votre message. Donc, vous pouvez cliquer sur ça et écrire un message dans le chat qui va être envoyé soit à l'ensemble de la salle des participants, soit à un des intervenants. Par exemple, si vous sélectionnez là où il y a écrit tous, vous pouvez sélectionner à qui vous voulez envoyer un message, si vous voulez qu'il soit privé. Deuxième point d'importance, vous avez en haut à droite de votre interface un indicateur de connexion qui, j'espère pour vous, est vert. S'il est orange ou rouge, ça peut être intéressant de vous connecter en filaire pour avoir une connexion un peu meilleure parce que ça peut être, ce sera mieux pour votre confort. Alors, sachez aussi que vous pouvez à tout moment basculer en plein écran la présentation qui va être faite au milieu. Par exemple, vous avez le contenu. À droite de, par exemple, là, c'est Bienvenue salle virtuelle Miacato. Vous avez un petit bouton, c'est un triangle qui pointe vers le bas. Donc, vous pouvez actionner ce bouton et mettre en plein écran la présentation si c'est trop petit, si vous préférez l'augmenter. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation de l'interface. À tout moment, n'hésitez pas à poser des questions via le chat pour nous dire si tout va bien pour vous. Je voulais simplement vous dire que dans le cadre de ce séminaire, on a pu se rapprocher de Photonics France, qui en fait a mis en place une feuille de route très récemment de la photonique française avec beaucoup d'informations très intéressantes sur l'état des lieux de la photonique et quels sont les enjeux dans le futur. Donc, je vous ai pris quelques petits exemples en lien avec le séminaire d'aujourd'hui qui est plutôt sur les technologies de vision. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un certain nombre de marchés qui sont touchés et qui sont, disons, à l'écoute d'innovation dans le cadre des technologies de vision, et notamment donc 3 marchés dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, tout ce qui est agriculture agroalimentaire, transport et mobilité et usines du futur, avec des innovations qui concernent plutôt les parties contrôle, images, contrôle non destructif, etc. Donc j'ai repris ces 3 marchés. Voilà, donc cette présentation de feuille de route, vous allez pouvoir la télécharger, la synthèse à la fin de ce webinaire. Donc pas la peine de prendre des notes par rapport à ça, vous aurez la possibilité de la télécharger. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir que systématiquement pour les marchés qu'on regarde, que ce soit l'agroalimentaire, les transports ou l'industrie du futur, on va parler tout systématiquement d'adaptation, d'intégration aux spécificités de chaque niche, parce que c'est vraiment ça le focus, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le séminaire dont on va parler sur la partie intégration est très important, parce que c'est vraiment là où se situent les enjeux. Voilà, donc vous avez ce qui concerne l'usine du futur, avec le fait l'enjeu de se rapprocher des marchés d'application, donc notamment des constructeurs automobiles, et toujours de l'extrême personnalisation des productions, qui est très importante. Et puis sur le transport et la mobilité, on est vraiment sur la partie autonomie, conduite, automatisation et puis interaction entre les différents systèmes pour bien sûr obtenir des systèmes intelligents. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette partie introductive. Je vais laisser la parole à Thierry Château qui va vous parler des applications dans lesquelles il intervient. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Thierry Château, je suis professeur à l'Institut Pascal. L'Institut Pascal, c'est un laboratoire de 400 personnes qui regroupe les sciences de l'ingénieur sur Clermont-Ferrand. Et on travaille essentiellement dans des domaines variés comme la vision, la robotique, le génie des procédés ou des choses comme ça. Donc je vous fais une brève présentation de ça et puis je me focaliserai un peu à travers quelques vidéos sur des exemples concrets de ce qu'on peut faire
en soutien à des entreprises et en termes d'intégration. Alors, je peux te revenir. Oui, c'est bon. C'était là. Tout est là. Ah ouais, pardon. Donc la structuration de l'Institut Pascal, c'est 4 axes, dont un sur lequel je vais me focaliser qui s'appelle image, système de perception et robotique. Donc plus précisément, on fait de la vision et de la robotique là-dedans. Et c'est sur cet axe-là, en fait, qu'on développe. C'est Oui. Quand je suis arrivé sur ça, il me manque une page. Bien sûr que tu... Ah voilà, merci. Voilà, donc l'axe image, système de perception et robotique, il est composé de 4 équipes. Donc ces 4 équipes-là, en fait, permettent d'aborder tout un tas de problématiques qui vont de la recherche à l'intégration. Il y a un axe qui aborde les problèmes de système de perception, donc c'est tout ce qui est système de capteurs autre que la vision ou alors la fusion de données. Donc dès que vous avez des systèmes composés de plusieurs capteurs, ils vont essayer de travailler sur les problématiques de fusion. Un axe qui aborde spécifiquement les problèmes de vision par ordinateur. Donc là, on se focalise vraiment sur tout ce qui est métrologie par vision et sur tout ce qui est analyse de scène avec notamment depuis 4 ans maintenant les nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Vous avez un axe qui fait de la commande des robots et un dernier axe qui s'occupe de l'intégration justement et des systèmes embarqués pour essayer de travailler sur les contraintes liées à l'intégration des systèmes en robotique mobile ou en robotique manipulatrice. Donc sur ces 4 axes-là qui essaient de développer des contributions au niveau recherche, on a deux applicatifs principaux et puis un troisième qu'on aborde un peu moins. Les 2 applicatifs principaux, c'est les transports du futur et l'usine du futur. Donc je vous montrerai un exemple de petite voiture qu'on a développée il y a maintenant plus de 10 ans avec le constructeur Ligier. Et puis sur l'usine du futur, on est actuellement avec un labo commun avec l'entreprise Michelin. Et dans ce cadre-là, on travaille donc autour des systèmes intelligents durables, bien entendu, et on essaie de relever 2 défis. Le premier, c'est tout ce qui est l'exploration et la navigation autonome, donc c'est très très lié à la robotique mobile. Est-ce qu'un robot est capable de se déplacer dans un environnement inconnu et pas forcément coopératif? Et puis le deuxième point qui est un peu plus lié à l'usine du futur, c'est tout ce qui est la coopération entre les hommes, les robots et l'infrastructure. Donc c'est un point assez important, ça rejoint un peu ce qu'on appelle la robotique sociale, parce qu'à partir du moment où on va mettre des robots dans les usines ou alors même dans les bâtiments publics, il faut être capable de gérer l'acceptabilité de ces robots par les usagers, et puis il faut être capable d'apprendre aux robots des règles d'interaction sociale. Par exemple, un robot qui va se déplacer dans un hall de gare, il ne va pas passer entre 2 personnes qui discutent entre elles, de la même manière que nous, quand on se déplace, on a des règles implicites comme ça qu'on applique. Donc tout ça, c'est aussi des choses qu'on essaie de prendre en compte dans cette coopération homme-robot infrastructure. L'infrastructure est là pour dialoguer avec les robots. Par exemple, des caméras de vidéosurveillance qui seront sur un carrefour particulièrement accidentogène seront capables d'avertir des robots mobiles du trafic routier à l'instant T avant que le robot arrive dans le carrefour pour pouvoir, comme ça, prévoir la meilleure stratégie de traversabilité du carrefour. Alors, pour finir sur ça, je vous présente un petit peu les démonstrateurs réels qu'on a au niveau de l'Institut Pascal. On a une devise un peu qui consiste justement à essayer d'aller de thématiques de recherche vers des démonstrateurs réels, parce que c'est ce qui nous permet de communiquer notamment auprès des industriels. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des petits véhicules électriques totalement autonomes, qui sont des véhicules de laboratoire, donc sur lesquels on fait du convoi de véhicules par vision. Là, vous avez par exemple une manipulation d'évitement d'obstacles. On va essayer d'éviter le carton qui est là.
donc avec plusieurs véhicules. Vous avez des convois de véhicules qui sont pas uniquement localisés par vision, mais aussi par GPS pour certains. Le véhicule que vous voyez là, c'est le véhicule qui a été développé par les automobiles Ligier, qui actuellement est produit à une 50aine d'exemplaires par an et qui tourne un peu partout au niveau international, essentiellement pour l'instant sur des expérimentations, mais pas forcément en exploitation proprement dit. Donc c'est des expérimentations qui peuvent durer quand même un certain temps. Par exemple, on a fait tourner ce véhicule sur le site de Michelin sur 1500 km pendant 6 mois. Et donc on a eu un retour très positif en termes d'expérience de cette démonstration. Ce que vous voyez ici, c'est juste une illustration de la technologie de localisation du véhicule qui est basée sur de la vision par ordinateur. Autres applicatifs, alors là c'est plus en lien avec l'armement, mais ça peut être aussi utilisé dans l'agriculture. C'est la notion de mule robotique. Donc c'est tout simplement un petit robot mobile qui va vous suivre, et vous suivre de manière intelligente. On développe également des imageurs. On essaie justement d'intégrer à des imageurs des traitements. Donc ces imageurs, bien entendu, on les applique après sur nos plateformes robotiques. Donc là, c'est pour tout ce qui est robotique mobile. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce que voit l'ordinateur. Et puis, on a aussi de la robotique manipulatrice avec un nombre de travaux dans la saisie des objets nus, par exemple, comme vous voyez ici, avec une main un peu particulière, là. Donc là, on n'est pas encore vraiment sur les applications industrielles sur cette chose-là, parce qu'on est sur des coûts de préhenseurs qui sont très importants. On essaie de faire de l'apprentissage sur ces aspects-là. On fait de la coopération entre plusieurs bras. Et notamment, on gère cette coopération par de la vision. Donc, on appelle ça de l'asservissement visuel. Et voilà à peu près pour les démonstrateurs qu'on a à disposition. Alors, je vais passer à la deuxième présentation, où là, je vais donner 3 exemples de travaux réalisés avec des PME. Alors, le premier exemple, c'est un travail qu'on a réalisé pour une société qui s'appelle Logirod, qui est une société nantaise, qui développe des systèmes de gestion et de monitoring du trafic routier. Donc, la problématique, c'est d'estimer le flux de circulation dans des giratoires ou dans des carrefours comme celui que vous voyez là. Et donc, on a mis en place des techniques d'intelligence artificielle assez avancées qui permettent d'avoir de très bons résultats. Donc là, ce que vous voyez tout de suite, c'est une méthode à base de réseau de neurones profonds qui est capable de détecter tous les véhicules présents dans la scène et également de les catégoriser. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire si on a un véhicule léger, si on a un poids lourd, si on a un vélo, si on a une moto, si on a un piéton également. Et puis, on est également capable de détecter des éléments de la signalisation, par exemple les feux tricolores. Donc, tout ça se fait dans le même réseau. Et c'est assez intéressant parce que toutes ces informations-là, après, peuvent être regroupées pour avoir des statistiques qui vont servir derrière à prévoir au mieux les travaux d'infrastructure pour optimiser le giratoire ou optimiser le carrefour. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une nette arrivée des techniques d'intelligence artificielle et de ces méthodes-là qu'on appelle apprentissage profond. Et il y a un temps d'intégration qui, je trouve, diminué par rapport à ce qu'on voyait avant avec les autres technologies. On arrive, et les industriels ont compris qu'il y avait vraiment des gains de performance avec ces techniques-là. Et ils arrivent à intégrer dans leurs produits assez rapidement ce type de choses. Alors, enfin, j'en ai sauté une. Je vais revenir en arrière. Je sais pas. Non, ceux qui ne veulent pas la prendre, là. Si, c'est bon, pardon. Deuxième exemple, c'est un travail qu'on a fait avec une PME qui s'appelle Technique Module Engineering, qui est proche de Clermont-Ferrand, et qui consistait à développer
un système de contrôle qualité et de détection de défauts pour des plis en matériaux composites. Donc l'idée, c'est de... Vous voyez là un pli en matériaux composites. Ces plis-là, derrière, sont assemblés sur des moules pour donner, par exemple, des sièges d'hélicoptère. Et il y a un certain nombre de problématiques associées. On veut exactement connaître l'orientation selon laquelle le pli a été coupé et assemblé, parce que les propriétés mécaniques ne sont pas toutes les mêmes, quelle que soit l'orientation. Et puis, on veut que la machine soit capable de venir chercher elle-même le pli sur une table et de venir l'assembler au bon endroit sur le moule. Donc, ce qui a été développé, c'est un système où on pose les plis de manière complètement aléatoire. Il y a une phase de détection qui va permettre de reconnaître chaque type de pli, d'estimer si l'orientation du pli est bonne par rapport à la coupe qui a été réalisée. Et puis derrière, on va venir tout simplement identifier, donc là vous voyez la phase d'identification du pli. On va venir derrière positionner ce pli de manière précise pour que l'assemblage se fasse de manière automatique. Alors en plus de ce produit-là qui fait appel à des techniques de vision ordinateur assez classiques, je dirais, on a mis en place une méthode d'intelligence artificielle qui permet de détecter les défauts. Alors là, le défaut est grossier, hein, c'est un petit bout de papier blanc qu'on a posé sur le pli, mais on a été capable d'apprendre un réseau de neurones à détecter, c'est ce que vous voyez, voilà, ce qui a été montré avec le doigt. On est capable d'apprendre un réseau de neurones à détecter la présence d'un défaut sur les plis. Et donc, il y a un taux de détection qui est très très bon avec ça. Donc, un deuxième exemple d'intégration dans de la vision industrielle, cette fois-ci, d'un réseau de neurones profonds et de ces fameuses techniques d'intelligence artificielle. Et pour finir, alors le troisième exemple, qui est en fait une collaboration avec Miakato. Alors, ce sont des résultats préliminaires. En fait, l'idée, c'est de venir détecter des têtes d'animaux. Alors, en l'occurrence, là, ce sont des ovins. Et puis, sur ces têtes-là, on veut venir détecter des points caractéristiques. Donc, c'est les petits ronds que vous voyez. Parce qu'à partir de ces points caractéristiques, on va calculer de manière précise une position sur laquelle un robot va donner ce qu'on appelle le coup du matador. Le coup du matador, c'est utilisé en abattoir pour tuer l'animal sans qu'il souffre. Donc c'est une phase qui est en train de s'automatiser parce qu'on a des taux de succès avec des opérateurs qui ne sont pas à 200%. Donc il y a des cas de figure où l'animal souffre. Et donc on veut automatiser ça pour être le plus précis possible. Et c'est encore un exemple ici de méthode qu'on appelle basée apprentissage, où on est venu apprendre déjà ce qu'on appelle un détecteur de tête. Donc on est venu apprendre à encadrer le visage de l'animal. C'est la fenêtre englobante rouge que vous voyez. Et une fois que l'animal est encadré, on est venu apprendre également à détecter ces fameux points caractéristiques sur son visage. Et donc c'est à partir de ces points caractéristiques qu'on va calculer au mieux la position sur laquelle on va appliquer le coup du matador. Donc, dans toutes ces collaborations-là, on n'intervient pas au niveau du laboratoire en intégrateur, mais on intervient soit en conseil, soit vraiment fournisseur de briques très spécialisées, notamment pour les briques d'intelligence artificielle. Et c'est les PME qui, derrière, font le travail d'intégration ou le confient à un bureau d'études. Et je pense que c'est le rôle d'un laboratoire qui ne doit pas se substituer à un bureau d'études, mais qui doit vraiment intervenir sur des technologies assez amont pour permettre d'accélérer ce fameux transfert de technologie qui est important. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Ok, donc on va passer maintenant à l'intégrateur, Voilà. c'est-à-dire le cas de Miyakiato. Donc en fait, l'idée de ce web séminaire, c'était comment on s'y prend quand on veut faire appel à des technos de vision et qu'on n'a pas forcément une connaissance du sujet ou même la moindre expérience de la chose. Donc en fait, il faut fabriquer des systèmes de mesure et les rendre utilisables
pour des gens qui sont souvent des techniciens de mesure ou parfois même des mécanos. Et donc, vu le nombre de compétences auxquelles ça fait affaire, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une petite présentation qui va vous expliquer un peu tous les problèmes auxquels on risque d'être confronté. Donc, pour ça, j'ai fait un petit graphique en bas qui explique un peu tout ce à quoi on fait appel et tout ce qu'on peut mettre en sortie. Donc, au milieu en vert, vous avez le système de mesure qui fait appel à plusieurs domaines. Bon, les algorithmes, ça c'est un peu le côté Institut Pascal. Ensuite, la physique. Par ça, je veux dire, vous travaillez dans quel domaine spectral? Est-ce que vous travaillez dans le visible, dans l'UV, dans l'infrarouge? Est-ce que vous travaillez avec des lasers? Est-ce que vous travaillez avec des choses comme ça? Ensuite, l'acquisition d'images. Alors, l'acquisition d'images, c'est en gros, vous avez une caméra, c'est bien. Maintenant, je peux faire sortir les images dans mon logiciel, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui prend 10 secondes quand on veut l'intégrer dans un logiciel en C++ ou en autre langage. Ensuite, il y a tout ce qui est les contraintes temps réel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tous les calculs on les fait suffisamment vite pour avoir une fréquence d'acquisition de la mesure qui soit suffisante par rapport à l'application qu'on envisage. Puis après, il y a tout le côté intelligence artificielle, c'est-à-dire essentiellement reconnaissance de forme, deep learning et des choses comme ça. Et un système de mesure que nous, on va vous fabriquer, qu'est-ce que ça vous donne en sortie? Ça peut donner plusieurs choses. Ça peut donner des coordonnées dans un référentiel. Ça peut vous donner des distances et des vitesses relatives par rapport à une caméra. Ça peut vous donner la taille d'un objet. Ça peut vous donner l'angle d'orientation de quelque chose. C'est des paramètres que j'ai mis sont des exemples. On peut aussi faire d'autres choses auxquelles je n'aurais même pas pensé aujourd'hui. C'est un peu à la demande du client. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai quand même travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'industrie automobile. J'ai des essais, que ce soit chez une grande marque basée dans l'Est de la France, enfin, basée partiellement dans l'Est de la France, ou à l'étranger. Et j'ai quand même souvent constaté que l'important, c'était l'utilisateur, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai eu à faire des techniciens d'essai de mesure dans le domaine de la liaison au sol, donc des freins, suspensions et choses comme ça. Et le nombre de fois où on se retrouve avec des gens qui... Alors, il ne faut pas que ce soit pris péjorativement, hein, peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas la culture informatique, qui n'ont pas la culture algorithmique, qui n'ont pas la culture... qui ont un peu la culture mesure, parce que souvent, ils ont quand même un passé d'IUT mesure ou des choses comme ça. Et si on n'arrive pas à les convaincre à faire un système qui soit facile d'utilisation pour eux, on va se retrouver assez vite avec la situation dans laquelle ces gens-là, ils vont vous dire c'est bien ton truc, mais ça marche pas, quoi. Et en définitive, on va dépenser pas mal d'argent pour un système qui va se retrouver à accumuler la poussière ou alors à l'intérieur d'une armoire. Donc l'intégration et toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, de quoi se compose un système de mesure? Une ou plusieurs caméras. Alors plusieurs, ça peut être par exemple parce qu'on va faire de la stéréo. Un processeur. Alors en général, on part sur des PC, mais il faut se méfier un peu parce que il y a des puissances variables et il y a aussi des problèmes éventuellement de constance de fréquence d'acquisition qui peuvent être résolus par les caméras, mais qui sont quand même là. Ensuite, derrière, on va mettre un logiciel pour, d'une part, acquérir les images, ensuite faire le traitement de ces images, ensuite sortir des variables, et puis avoir une interface utilisateur. Et en dernier lieu, vous allez avoir une enveloppe mécanique, c'est-à-dire vos caméras, votre processeur, il va falloir les mettre soit dans une boîte, soit dans quelque chose, de façon à ce qu'ils puissent travailler dans les conditions dans lesquelles l'utilisation est prévue. Donc ça, ce sont tous les domaines dans lesquels, en tant qu'intégrateur, on va travailler, sachant qu'il y en a une partie pour laquelle on fait appel à des sous-traitants qu'on connaît, et pour laquelle d'autres, par contre, on va faire en interne essentiellement tout ce qui concerne la partie logicielle. Donc, le travail d'intégration, comme je viens de vous le dire, c'est faire fonctionner tout ça de façon fiable, sachant que les conditions d'utilisation sont celles que je vous ai décrites un peu précédemment, et que les gens n'auront pas la possibilité de rentrer dans des détails dans lesquels un chercheur ou un thésard pourrait se rentrer sans difficulté, et ils n'en ont pas la volonté non plus. Donc en gros, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est pas simple, même si ça reste faisable.
Donc, je vais essayer de partir et d'expliquer un peu les difficultés qu'on peut rencontrer, lister les difficultés qu'on peut rencontrer dans chaque domaine. Alors, le premier domaine, c'est l'intégration des caméras. Déjà, il faut choisir ces caméras. Donc, il faut connaître la taille du capteur, c'est-à-dire le nombre de pixels, la taille des pixels. C'est important pour la précision et pour ce qu'on veut effectivement en faire. C'est-à-dire, si vos pixels sont trop gros par rapport à la précision que vous visez, vous êtes mal. Ensuite, il y a le choix du domaine spectral. Est-ce que le visible, ça vous suffit? Est-ce que vous voulez travailler dans des conditions où il n'y a pas beaucoup de lumière? Est-ce que vous voulez voir d'autres choses avec de l'UV? Après, il y a le choix de l'optique. Ça, c'est la détermination du champ de vision. Ensuite, des filtres optiques éventuels pour arrêter certaines longueurs d'onde. Ensuite, il y a l'existence d'un SDK, c'est-à-dire un Software Development Kit, c'est-à-dire le fabricant de la caméra va avoir des routines, des petits bouts de programme déjà définis qui permettent d'acquérir les images et de piloter le réglage de la caméra, que ce soit l'adaptation à l'éclairage, à d'autres choses. Alors des fois, ce sont des choses complètement spécifiques. Ensuite, ça pourra éventuellement des choses plus générales comme Pléora ou même simplement dans Ubuntu ou UDEV ou des choses comme ça. Et en dernier lieu, il va falloir choisir votre caméra en fonction de votre fréquence d'acquisition. Parce que si vous voulez travailler sur quelque chose qui bouge vite et que votre caméra marche à 5 Hz, effectivement, ça va pas marcher. Donc ça, c'est pour la caméra. Pour le processeur, la première chose et la plus évidente, ça va être la puissance de calcul nécessaire en fonction des besoins. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de pixels et que vous voulez tourner à 100 Hz ou quelque chose comme ça va pas être facile parce que le traitement d'image, ça a tendance à bouffer du temps de calcul à une vitesse pas possible. Donc, il va falloir choisir en fonction de ça. Ensuite, l'alimentation du capteur du processeur, qu'est-ce qu'elle va être? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez tourner une alimentation secteur ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en pleine nature et vous allez faire appel à des batteries? Ensuite, le système d'exploitation. Est-ce que ça va être Ubuntu? Est-ce que ça va être Windows? Ou est-ce que vous envisagez autre chose? Est-ce que ça peut amener des choix différents et c'est quand même assez important. C'est peut-être plus facile dans certains cas sous Ubuntu que sur Windows. Vous allez générer des données. Est-ce que vous allez vouloir les stocker ou simplement les sortir direct vers une chaîne de mesure? Ensuite, comment est-ce que vous allez interagir avec l'utilisateur? Comment est-ce que vous allez piloter votre système? Est-ce qu'il va vraiment y avoir une interface ou est-ce qu'il faut que ça démarre tout seul? Et enfin, le refroidissement pour le cas où vous travaillez dans des conditions un peu particulières. Alors le logiciel, ça rejoint un peu, c'est intégré avec le processeur, donc contrainte temporelle. Est-ce que le temps réel, c'est quelque chose d'important pour vous? Et s'il y a temps réel, est-ce que ça doit aller vite ou est-ce que franchement, c'est pas un problème? Bon, l'acquisition des images, donc le SDK, quels paramètres vous souhaitez calculer en sortie, comment vous allez les sortir? Est-ce que par exemple vous allez sortir par Ethernet? Est-ce que vous allez sortir avec le CAN, qui est quelque chose d'assez bien connu dans l'automobile? Quel système d'exploitation vous allez utiliser pour faire tourner votre logiciel? Quel langage de programmation, C++? Est-ce que vous allez faire appel à des librairies externes comme OpenCV, UDEV ou CUDA? Ensuite, l'enveloppe mécanique. Où est-ce que vous voulez vous servir de votre système? Dedans, dehors? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que vous allez le mettre sous l'eau? Est-ce que vous avez des contraintes de poids, de taille? Est-ce qu'il faut faire dans certaines choses? Il y a des contraintes de rigidité éventuelles. Si vous avez des caméras stéréo pour que la calibration lequel va reposer sur la position géométrique relative des deux caméras, si vous n'êtes pas assez rigide, la calibration ne sera pas pérenne et vous aurez un système qui faudra recalibrer sans arrêt, donc c'est pas forcément très bon. Résistance au choc, est-ce qu'il est possible que votre système tombe? Et ensuite, quel genre de hublot, quel genre de filtre vous voulez dessus? Est-ce que vous avez éventuellement besoin d'un essuie-glace? Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la liste est longue. Donc plutôt que de revenir sur chaque point, je préfère vous donner trois exemples de systèmes qu'on a fait de façon à vous mettre un pointeur sur les difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc le premier système, c'est le système de vision stéréo Sphyrna. Un autre système de vision stéréo qui va se déclencher automatiquement pour enregistrer des vidéos. Et un logiciel de calcul de coordonnées d'impact. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail ce que fait chaque système. Donc Sphyrna, c'est un système de vision stéréo s'installant sur une barre de toit de voiture et qui mesure les vitesses et distances relatives au véhicule dans son champ de vision. Et là, dans la phase de développement, les points importants, ça a été la puissance du processeur.
Et là, on a fait appel à un PC, mais c'est quand même un i7 quad-core pour tenir une fréquence d'acquisition d'environ 25 Hz. Ensuite, le choix des optiques, parce que dans ce cas-là, les optiques, c'est quelque chose qui va déterminer l'étendue de mesure. C'est-à-dire, si vous avez des focales un peu longues, vous pourrez aller peut-être jusqu'à 50, 70 mètres, 100 mètres sur route. Mais est-ce que vous aurez plus de mal, par contre, en proche? Donc, il va falloir choisir les optiques de façon à vous adapter à votre étendue de mesure souhaitée. Même si on peut un peu, contourner le problème, en détectant, quand on est plus proche, plus que les plaques d'immatriculation, le véhicule complexe, qui permet de rapprocher plus la distance minimale. Ensuite, le choix des filtres. Alors ça, j'en ai un peu parlé auparavant, mais c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas d'abord. On voulait faire fonctionner notre système dans les tunnels. Avec l'auto-gain de la caméra, c'est possible, c'est-à-dire on peut avoir suffisamment de luminosité. Sauf que quand on se retrouve avec dans les tunnels, les phares arrière de voiture s'allument. Alors les feux arrière, ça passe encore à peu près, mais quand on arrive et que les gens freinent, avec les 3 feux stop arrière, là, ça piège complètement l'algorithme qui va reconnaître les véhicules. Et il y avait a priori pas de solution évidente, sauf quand on est passé à un filtre spécial qui bloque les longueurs d'onde proches de l'infrarouge. Ça diminue considérablement donc le rouge des feux arrière. Et là, effectivement, les algorithmes ne sont plus plantés. On se retrouve avec la possibilité de faire tourner le système dans les tunnels. Enfin, dans les tunnels pas complètement sombres, dans des tunnels qui ont des parois raisonnablement claires. Donc ça, c'est le genre d'exemple de choses qui ne seraient pas évidents à résoudre comme ça, sans un peu d'expérience, et qui va profondément changer le domaine de fonctionnement. Et la dernière chose, c'est la facilité d'installation. Si vous avez besoin de quelque chose qui s'installe facilement, si vous livrez ça à des techniciens dans les essais automobiles et qu'ils sont obligés d'être 2 pour installer le système, que c'est complexe, qu'il faut être plusieurs, que ça prend du temps, même chose, ça risquerait assez rapidement dans le système très peu populaire. Donc, c'est des choses tout ça auxquelles il faut penser. Donc voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième, c'est un système qu'on a fait récemment, notamment pour la collaboration avec Michelin, l'Institut Pascal. C'est un système qui déclenche un enregistrement de vidéo sur un trigger utilisant une centrale inertielle ou un positionnement GPS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de caméras de vision stéréo qu'on trouve dans le commerce, que ce soit la Tara, la Z de chez Stereolabs ou des produits de chez elle, qui ont une centrale inertielle intégrée. Donc, ça permet de détecter les mouvements de la caméra. GPS, on peut connecter aussi au processeur un GPS, donc c'est quelque chose d'assez facile. Mais les 2 difficultés essentiellement rencontrées, la première, c'est complètement stupide, c'est que ce système qui est monté sur un robot ou sur un véhicule, l'utilisateur, en fait, il n'interagit pas avec. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il connecte à l'alimentation et puis ça démarre tout seul. Et puis après, ça va déclencher l'acquisition suivant les mouvements du système. Sauf qu'il faut aussi pouvoir arrêter le système de façon à stocker les vidéos de façon propre. Et c'est pas forcément évident de faire ça sans aucune interaction avec un utilisateur. On a finalement trouvé des possibilités de le faire en faisant du multithreading dans notre logiciel. Ensuite, l'autre problème, alors là, c'est encore plus basique, c'est le fait qu'il faut intégrer l'ensemble des librairies nécessaires pour faire tourner tout ça. Alors, je parle d'Ubuntu là, mais ce sera similaire avec du DLL sous Windows. Il faut intégrer toutes les librairies sur la carte processeur rapidement. C'est-à-dire, soit vous pouvez vous faites un installeur, donc un .exe, avec un .exe de toutes les librairies dedans sous Windows, soit vous faites un package Debian sous Ubuntu. Et toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il faut, ça peut vraiment assez vite tourner au cauchemar. Vous pouvez passer des journées au moment de compiler votre logiciel à vous rendre compte qu'il manque une librairie, il faut recommencer, il faut la rajouter, refaire votre package ou votre installeur. Donc toutes ces choses-là, si vous n'avez pas trop la maîtrise du sujet, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous risquez de passer un temps monstre. Et ça va vous coûter, je ne dis pas une fortune, mais ça va vous coûter de l'argent. Donc voilà pour le deuxième système, les exemples concernant le deuxième système. Le troisième système, c'est le système qu'on a appelé Wanxing, qui est un logiciel qui utilise les images provenant d'une seule caméra pour calculer les coordonnées d'impact de points d'une munition sur une cible. Alors c'est utilisé dans la défense pour faire ce qu'on appelle des réceptions des armes, pour les gens qui fabriquent des armes de petit et moyen calibre pour la police ou les armées. L'idée, c'est qu'ils sont obligés de déterminer
quelle est la précision de tir de leur produit. Et la précision, en fait, elle est fonction essentiellement de la qualité de fabrication du tube de l'arme. Et donc, il faut quand même qu'ils le testent. Et pour le tester, ils se mettent dans ce qu'on appelle un tunnel, qui est quelque chose ça peut aller jusqu'à 200 mètres de long, avec l'arme à un bout, la cible à l'autre. Et on fixe l'arme sur un bâti et on tire automatiquement des rafales. Et après, on mesure la dispersion sur une cible. Alors, avec les clients qu'on a eus, essentiellement, au départ, ils faisaient ça avec les scies de papier en les décrochant et puis en repérant les trous dessus et puis le double décimètre. Et nous, on a mis au point un système à base d'une caméra qui permet de faire la même chose avec de la vision. Et les difficultés, bon, on a rencontré plusieurs difficultés, hein, mais la première, c'est comment générer la précision de mesure suffisante. Ensuite, il a fallu prendre en compte certains types de munitions auxquels au départ on ne s'attendait pas, c'est-à-dire les balles traçantes. C'est-à-dire c'est des balles qui laissent derrière elles un panache de fumée pour indiquer au tireur où c'est qu'il tire, quoi. Et vu que le logiciel marche sur comparaison différentielle d'image, on se retrouve, quand il y a un traceur qui fait une espèce de grande fumée blanche, avec le logiciel qui est complètement foiré, donc qui plante complètement et qui détecte plus rien d'intelligent. Et donc il a fallu développer un algorithme qui permet de faire le travail, c'est-à-dire de faire abstraction de la fumée, tout en gardant les anciennes coordonnées en mémoire. Et ça a pris quand même un peu de temps. Sachant que dans la même catégorie, il y a aussi l'exemple de l'impact qui arrive sur deux images, c'est-à-dire en fait une munition qui arrive sur la cible, sur une image donnée, mais qui n'a pas fini de faire le trou avant la prise de l'image suivante. Et même chose, ça aussi, ça peut piéger les algorithmes si on ne fait pas un peu attention et si on ne développe pas quelque chose de spécifique. Deuxième problème, ça a été la précision suffisante en dimension 2. Alors ça, c'est essentiellement une fonction de l'optique et du nombre de pixels. D'une part, et d'autre part, vu qu'en fait on veut avoir un calcul de pose, c'est-à-dire quelque chose qui permet de transférer les coordonnées du plan de l'image au plan de la cible. Vu qu'on veut le faire avec une seule caméra, il faut avoir une forme reconnaissable sur la cible pour connaître justement les trois rotations, trois translations qui permettent de déterminer comment on va faire ces calculs, comment on va transférer de l'un à l'autre. Et ça se fait avec un cercle dessiné sur la cible. Et la dernière chose, c'est un peu toujours le problème de l'intégration avec des utilisateurs qui doivent être capables de paramétrer, de faire tourner le système dans les conditions d'essai standard. Et donc, ça implique la présence d'une IHM, enfin une interface homme-machine simple et facile à comprendre. Donc voilà pour les trois exemples qui vous ont donné un peu quelques pointeurs sur les problèmes éventuels qu'on peut rencontrer, qui sont quand même assez variés, qui sont quand même parfois un peu difficiles à gérer si on n'a jamais été dans ce domaine. Voilà, j'en ai à peu près fini avec ma présentation. Donc maintenant, on vous laisse en place les commentaires et les questions. Merci beaucoup à nous deux, Thierry, intervenants du jour. Ce que je vous propose, c'est de basculer l'interface pour se mettre dans un mode qui est un peu plus propice à la partie questions-réponses. Alors, à chaque fois, je ne bascule pas sur la bonne. Peut-être c'est le mode conférence. Voilà. Donc, on a une question de Sarah qui voulait savoir comment vous travaillez sur la partie réseau de neurones utilisé dans la détection des défauts. Quelle est la caractéristique qui est utilisée pour l'apprentissage? Alors en fait, le réseau de neurones, ils permettent, les nouvelles techniques de réseau de neurones profonds permettent directement de prendre en entrée l'image brute, c'est-à-dire chaque couleur de chaque pixel d'image, sans passer par une première phase qui consiste à calculer des caractéristiques. Ce réseau-là, c'est ce qu'on appelle un réseau convolutionnel, c'est-à-dire qu'il est composé de couches successives d'opérateurs qu'on appelle des opérateurs de convolution. Et les paramètres de ces opérateurs de convolution, en fait, se calculent automatiquement dans une phase d'apprentissage. Et c'est eux qui vont permettre d'extraire ces fameuses caractéristiques en fonction de la tâche que l'on recherche. Alors la tâche que l'on recherche, nous, c'est de détecter des défauts. Et plus précisément, ce qu'on a comme réseau de neurones ici, c'est un réseau de neurones qui va, en sortie, produire une espèce de carte de chaleur où, s'il y a une zone avec un défaut, on va la voir apparaître en rouge avec une forte chaleur.
Donc c'est un réseau un peu particulier qu'on appelle un auto-encodeur, puisqu'il prend une image en entrée et finalement il va produire une image en sortie. Et les caractéristiques sont les caractéristiques qui sont apprises automatiquement dans cette phase d'apprentissage. La difficulté qu'on a eue sur ce réseau de neurones, c'est cette fameuse phase d'apprentissage, parce que quand on veut détecter des défauts, il faut avoir des images de défauts, il faut en avoir beaucoup même si on veut que ça fonctionne. Et généralement, dans ces cas-là, on a assez peu d'images de défauts, puisqu'on a généralement un défaut ou deux défauts pour 100 ou 1000 pièces. Donc il faudrait passer énormément de pièces. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point un système qui générait des défauts de synthèse sur des images réelles pour faire l'apprentissage. Et donc on a pu générer une très grande base d'apprentissage de plusieurs dizaines de milliers d'images avec des défauts de synthèse, à partir de laquelle on a appris ce fameux auto-encodeur à produire les cartes de chaleur sur les défauts qu'on a nous générés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sarah nous dira si ça répond bien à sa question. On voit qu'il y a des questions qui sont en train d'être posées là sur l'interface. Moi, j'avais peut-être une question pour Thierry Ralandis. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de l'utilisateur et qu'il fallait faire quelque chose de simple pour que l'utilisateur puisse considérer que c'était un système intéressant et qu'il l'utilise vraiment. Est-ce que vous intervenez, vous, dans cette phase de contact préalable pour comprendre où en est l'utilisateur et prendre en considération sa spécificité dans votre travail? En fait, on essaye de commencer par là. D'abord, on essaye de commencer par là, c'est-à-dire vous en servez comment de votre système, enfin, vous allez vous en servir comment de votre système. On essaye souvent de commencer par enregistrer des images dans les conditions finales d'utilisation. Donc ça, c'est la première partie de l'approche. La deuxième, c'est, je pense qu'il faut accepter quelque part de se faire un peu remettre en place par les utilisateurs. Il n'y a pas vraiment d'autre mot. C'est-à-dire on va essayer de leur proposer quelque chose, de voir comment ils vont réagir. Donc ça, c'est le début. Et une fois que le système est en série, enfin en service plutôt, parce que c'est pas forcément des grands nombres de systèmes vendus, il n'est pas rare, et c'est même la plupart du temps comme ça, qu'au bout d'un an, au bout de 6 mois, et régulièrement, les gens demandent des mises à niveau. C'est-à-dire ils ont des nouvelles idées basées sur l'utilisation qu'ils ont faite de ce qu'on leur a livré, et ils veulent des choses, ils veulent des améliorations. Et je pense qu'il faut quand même être assez ouvert à ce genre de choses, c'est-à-dire être prêt à fournir des améliorations. Alors je sais que c'est un peu difficile vis-à-vis à la fois des utilisateurs et de leur chef direct, parce que souvent les financiers, ils ont un peu l'habitude de dire on a payé le truc une fois, ça devrait suffire. Mais en fait, il faut essayer d'arriver à vaincre cette réticence des financeurs pour se retrouver avec vraiment quelque chose qui marche pour les utilisateurs. Et pour moi, l'exemple, ça va être... en fait, je reviens souvent à ce qu'on appelle le TPS, c'est-à-dire le Toyota Production System. Et quand on connaît un peu... Dans un de mes jobs précédents, j'ai même pas mal travaillé avec les Japonais. Et je me suis retrouvé effectivement dans un mode de pensée où l'opérateur a beaucoup de pouvoir. Et je pense que ce mode de pensée il marche. Et donc, en tant qu'entreprise, je pense, moi, je suis énormément derrière cette approche, même si je reconnais qu'elle est parfois difficile à mettre en œuvre et qu'elle coûte pas forcément très cher. C'est pas forcément le prix qui est le problème, c'est plus la répétitivité des demandes. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse, Thierry. Alors, on a une question de Anthony, assez longue. Bien que vos exemples illustrent tout l'intérêt d'un développement base PC, il me semble important de rappeler qu'environ 50% du marché mondial de la vision est représenté par des caméras autonomes ou capteurs de vision ou systèmes de vision. Donc l'effort en termes de choix matériel et programmation est bien moins important dans ce cas-là, même s'il nécessite le recours à un intégrateur régulièrement. Sur quels critères décidez-vous de proposer une solution du commerce ou plutôt un développement complémentaire base PC? Alors, je ne suis pas forcément excessivement fan de base PC. J'ai un peu bossé avec du NVIDIA, du Jetson TX2. En fait, je ne sais pas vraiment répondre à votre question, parce que jusqu'à présent, dans l'historique de l'entreprise, je ne me suis jamais retrouvé avec
des systèmes qui étaient, comment dire, me retrouver dans une situation où des systèmes existants on pouvait faire le travail. Je n'ai jamais rencontré ça. Ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent, c'est des situations où on nous a proposé un problème, enfin on est venu nous voir, et il est clair que ça ne rentrait pas dans mon compétence. Donc dans ce cas-là, je connais un peu d'autres gens dans le domaine de la vision et j'essaie d'orienter les gens dans cette direction-là, mais c'est à peu près tout ce que je peux répondre à votre question parce que j'ai pas vraiment d'exemple de système grande série, à part si dans le système grande série vous incluez des systèmes, je veux dire, existants, vous incluez des caméras comme la Z ou la Tara de chez Icon System, la Z de Stereolab, qui elles sont livrées avec une série de SDK qui inclut la possibilité de générer des cartes de disparité et des choses comme ça, qui sont parfois différentes de ce qu'on fait nous. Mais dans ce cas-là, je pense même pas qu'on ait vraiment besoin de nous. Ouais. Voilà. Juste pour compléter, c'est vrai que dans 50% des cas, à mon avis, la problématique de vision, et plus particulièrement de vision industrielle, c'est-à-dire quand on maîtrise l'éclairage et qu'on est capable de produire des images de bonne qualité, elle se résout avec des outils relativement simples et déjà présents dans la plupart de ces systèmes, hein, clés en main, on va dire. Et on n'a pas à développer des solutions innovantes, entre guillemets. Donc je pense qu'on est vraiment, dans le cadre de ce séminaire, plutôt sur des solutions où il faut amener de l'innovation et d'expérience. C'est un petit peu plus compliqué d'amener des briques totalement innovantes avec des dépendances de librairie, par exemple, ou des calculs en carte graphique sur des solutions fermées du commerce, comme Matrox ou autres, plutôt que de repartir sur des développements, je dirais, from scratch. Donc, mais le chiffre est clair. Là, c'est vrai que la plupart du temps, des solutions simples et éprouvées sont suffisantes. Il ne faut pas aller faire des choses spécifiques. Tout à fait. Merci pour ce commentaire. Alors, on a une question qui revient sur le réseau de neurones. Le temps nécessaire pour l'apprentissage en utilisant le réseau de neurones. Combien de temps faut-il pour avoir une réponse temps réel? Et est-ce qu'il faut utiliser des GPU ou autres? Alors, la notion de réponse temps réel, si on entend par temps réel quelque chose qui est de l'ordre d'une vingtaine d'images par seconde, c'est aujourd'hui totalement envisageable sur des images classiques. Par contre, en effet, il faut utiliser au moins une carte GPU. Donc, il faut partir sur une architecture avec une bonne carte NVIDIA dedans. Ça, c'est pas pour l'apprentissage, mais pour l'exploitation derrière. Après, les temps d'apprentissage, ils sont de l'ordre de 2 à 3 heures à peu près sur ce que nous, on a constaté. Un petit commentaire sur les GPU. Récemment, justement, en travaillant sur NVIDIA, je me suis retrouvé à vouloir faire appel à des bouts d'OpenCV qui se servaient de CUDA. Alors, ça a peut-être changé parce que c'était il y a à peu près 3-4 mois. Mais la partie d'OpenCV, le cascade OpenCV qui tournait sur CUDA, c'est une branche morte d'OpenCV. J'étais en 3.1.0. Et donc, il y a des fois où, justement, on est un peu coincé. Et il m'a quand même fallu au moins 2-3 jours pour, en cherchant un peu partout sur Internet, en faisant appel au forum NVIDIA et en allant un peu aussi sur le GitHub d'OpenCV, pour me rendre compte que c'était la situation, parce que tout était dans la doc OpenCV, mais quand j'essayais de le faire tourner, ça marchait pas. Donc, il y a des fois, on est aussi un peu coincé par les choix qu'on fait. Et justement, c'est là que si être planté une fois, ça permet d'aider, de gagner du temps. Merci Thierry. Alors, on a une autre question de Sarah par rapport au système de gestion de trafic routier. Quelles sont les caractéristiques utilisées pour faire cette détection? Est-ce que vous avez estimé le mouvement? Comment vous avez fait l'annotation de base de données? Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. J'ai la même réponse sur les caractéristiques utilisées. Comme ce sont des réseaux de neurones profonds, c'est des caractéristiques qui se calculent toutes seules, puisqu'on rentre au réseau de neurones directement l'image qui sort de la caméra. Alors, ce qu'on peut constater après, quand on observe un petit peu
qu'on appelle les filtres de convolution, c'est-à-dire les petits éléments du réseau de neurones qui permettent de regarder un peu les choses, c'est que finalement, ça se passe un petit peu comme ce qui se passe dans la vision humaine. C'est-à-dire que vous avez sur les premières couches du réseau de neurones des opérateurs très simples qui vont détecter les contours, qui vont détecter des notions de symétrie verticale, symétrie horizontale. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans les couches de réseau de neurones, ces choses-là se rassemblent entre elles pour détecter des éléments de plus en plus complexes, c'est-à-dire par exemple des roues, des arrières de voitures, des choses qui ressemblent à des jambes quand on regarde des piétons. Et donc, finalement, arriver vraiment à une description de l'objet qu'on cherche à détecter. Et donc, ça se passe un petit peu de la même manière pour la vision humaine. On a des premiers opérateurs qui sont vraiment très simples, qui se limitent à détecter des contours, des couleurs, des choses comme ça. Et puis, ces choses-là se mettent en musique derrière pour détecter des éléments de plus en plus complexes. Le mouvement, on l'estime, mais de manière différentielle entre deux images. C'est-à-dire que chaque image rentre de manière séparée au réseau de neurones, et le réseau de neurones détecte les objets présents sur chaque image. Dans une deuxième phase, on fait ce qu'on appelle de la mise en correspondance ou de l'association, c'est-à-dire qu'on va aller regarder dans l'image précédente s'il y avait un objet proche de l'objet qu'on vient de détecter dans l'image courante, et si cet objet-là ressemblait à l'objet courant, on va associer et dire que c'était le même objet. Donc à partir de détection, on va remonter à ce qu'on appelle des trajectoires. Et une fois qu'on a les trajectoires, c'est-à-dire la position de l'objet dans toutes les images, si on connaît la cadence d'acquisition, par différenciation, on peut remonter à la vitesse. Mais la vitesse n'est pas estimée de base dans le réseau de neurones. Et pour la notation, il y a toute une partie de la base qui a été récupérée sur Internet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour des applications classiques comme celle-là, il y a aujourd'hui des bases de données qui sont disponibles et publiques sur Internet, donc sur lesquelles vous récupérez les images et également les fichiers d'annotation. Et puis, on a eu certaines annotations qui ont été faites par du personnel, notamment de Logirod. Et ça, c'est une phase assez fastidieuse, en effet. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que généralement, quand on fait de l'annotation, on a entre 2 et 3% d'erreurs. Donc, c'est des choses à prendre en compte aussi derrière. Merci beaucoup de cette réponse. On a une question de Hakim pour le projet Zanshin. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Vous avez parlé d'une forme particulière de la cible. Cela veut dire qu'une connaissance a priori doit exister dans la base. Question. Alors, en fait, Zanshin, il n'y a pas de base. Donc, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien. Mais effectivement, il y a une forme particulière sur la cible qui permet de faire le calcul de cause de la forme particulière. Enfin, il y en a deux. La première, c'est un cercle, et la deuxième, c'est un chevron. Alors, le cercle sert à faire le calcul global de cause, c'est-à-dire de déterminer la relation géométrique entre le plan de la cible et celui du capteur de la caméra. Et le chevron, lui, va servir à positionner l'origine et l'axe horizontal, donc l'axe vertical en conséquence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux formes-là, le cercle, parce qu'il se projette en une ellipse quand on va s'incliner différemment, c'est le plus facile, mais on pourrait mettre autre chose. Et même chose sur le chevron, on pourrait trouver probablement une autre forme, mais il faudrait changer le logiciel, enfin, une partie du logiciel. Mais c'est pas quelque chose de rédhibitoire à faire. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de base, c'est juste de la comparaison d'images. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a une question de Tom qui veut revenir sur le projet, le robot manipulant des objets déformables. Comment gérez-vous l'interaction du robot avec l'objet? Quels sont les avantages d'une technique vision par rapport à une commande incorporant des modèles d'interaction? Maxwell, Kelvin, Voigt. Alors là, en fait, il y a une technique vision pour toute la phase d'approche, qu'on appelle donc de l'asservissement visuel, c'est-à-dire la phase où l'objet, où le bras manipulateur approche de l'objet, mais pour toute la saisie, en fait, on n'est pas sur de la vision, en effet,
On est sur des capteurs à retour d'effort sur chaque doigt et on utilise tout simplement un asservissement sur ces retours d'effort avec derrière un modèle de l'objet mou sur lequel on va prendre en compte dans la boucle d'asservissement. Donc après, si vous voulez plus de détails, je pourrais éventuellement vous fournir ça. C'est les collègues de commande qui travaillent là-dessus, mais ça va dans le sens de votre question. On est bien sur ces modèles d'interaction. Merci. Une question de Hakim qui demande pourquoi vous avez choisi un système stéréo. Quels sont les avantages par rapport à d'autres systèmes? Alors, le système stéréo, pourquoi? Parce que là, c'est pas tout à fait clair de quel système on parle. Alors, Hakim va nous préciser, je pense, la question. Je crois qu'il est en train d'écrire. Donc, pour information, pendant que Hakim écrit, les présentations seront disponibles en replay. Donc, vous pourrez revoir la présentation si vous le souhaitez. Alors, Hakim précise pour le projet Sirna. Parce que c'est le seul moyen d'avoir une mesure de distance en statique. Il y a effectivement des systèmes, avec des caméras, si on parle dans du laser ou des radars, c'est une autre chose. Mais il y a effectivement les systèmes Mobileye qui marchent, qui calculent les distances et les vitesses relatives à partir d'une seule caméra, mais il faut faire du calcul différentiel d'une image à l'autre. Donc là, la stéréo est indispensable si on veut avoir du statique. Et je pense aussi, alors je n'ai pas vraiment testé en détail le système Mobileye, mais je pense que la stéréo, à condition d'avoir un bon espacement des caméras, a quand même une précision supérieure. Et puis je pense que dans les systèmes Mobileye, pour remonter à du 3D, il doit falloir faire aussi des hypothèses de vitesse constante ou des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système et notre logiciel, il fonctionne à peu près à 25 Hz. Enfin, on peut le faire fonctionner à 25 ou 40, mais ça va dépendre des tailles d'image qu'on choisit. Et à peu près 50 mètres, la précision va être d'1 mètre, quelque chose comme ça, quoi. Étant donné qu'on a un espacement des deux caméras par le choix choisi qui est d'environ 70 cm. C'est assez énorme, qui n'est pas ce que vous trouverez sur un système série fabriqué par Bosch ou Continental TVS. Merci beaucoup. Donc, comme précis, sont intéressés pour avoir plus de détails sur la partie saisie de la commande, on pourra faire une mise en relation avec Thierry Château. Est-ce que, je ne sais pas si vous allez avoir d'autres questions, réfléchissez à vos questions parce qu'on va bientôt clôturer la séance. Ce que je vous propose, c'est simplement de vous montrer comment on télécharge les présentations. Donc, j'ai rebasculé l'interface pour que vous puissiez voir comment récupérer les présentations. Donc, vous avez en fait un bouton rectangulaire avec un triangle à l'intérieur. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là dans votre barre de menu et vous allez pouvoir télécharger ce qu'on vous a mis comme fichier partagé. Donc, il y a la présentation de Thierry Erlandis et la feuille de route, la synthèse de la feuille de route de la photonique. Donc, n'hésitez pas à d'ores et déjà télécharger ce document si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à poser vos dernières questions à Thierry Château. On laissera la salle ouverte pour faire pour que vous ayez le temps de télécharger vos présentations. Okay. Donc il y a Anthony, moi je vois qu'Anthony est en train d'écrire, donc on va peut-être attendre 1 minute ou 2. En tout cas, je voudrais profiter de ce temps pour remercier les intervenants. N'hésitez pas à poser des questions complémentaires là, pour les participants. Et puis merci à tous les participants d'être là, de nous avoir suivis. Est-ce que Thierry Château, Thierry Erlandis, vous souhaitez apporter des éléments de conclusion? Non.
Non, c'est parfait. Hein. Non. Merci, Merci d'être venu. Voilà, merci pour ce temps d'échange. Et si vous êtes intéressé par ce qu'on vous propose, de son côté Institut ou de mon côté Miyakito, vous avez nos adresses, vous avez nos sites internet. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parfait. Merci à tout le monde et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc on va clôturer la session, enfin, on va enlever nos caméras, mais on vous laisse le temps pour télécharger les documents si vous le souhaitez. Donc simplement on va arrêter notre diffusion vidéo, que ce soit